Bonjour tout le monde, bienvenue au 10e épisode de Truth Seekers. Ici Philippe avec Nick Macbeth et Anthony Porco. What's up? Behind the cam, comme d'habitude. Donc, nous revoilà aujourd'hui sur un podcast économique, ou du moins c'est ça qu'on pense, et on espère que ça va aller dans cette direction. On va voir de quel côté ça va aller. Donc, comme d'habitude, merci du support, merci des bons commentaires qu'on reçoit pour le podcast, toujours apprécié, et c'est pour ça qu'on continue de le faire. Je pense que le 10e épisode, moi et Nick, on est content, et Porky, on est content d'avoir atteint ça. C'est encore le fun pour nous de le faire, donc on continue. Vraiment great time, même si on n'a pas beaucoup de temps durant l'été pour se préparer, on a quand même beaucoup de plaisir à les faire. Donc j'espère qu'il va au moins en avoir 10 autres et encore plus dans le futur. Donc voilà pour moi. Nick. Pour mes opening statements, j'espère que cette fois-ci tout fonctionne comme ça doit. Pour qu'il puisse check la vidéo, pour que si jamais il die, on peut. Will do. Also, check the Wi-Fi if it's still connected. So we could, Ouais, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ah ouais. T'es tellement mieux habillé que moi en ce moment, on dirait que tu t'es acheté bien habillé pour le podcast et moi je suis là. C'est comme ça. On s'en va au club après, puis Philippe s'est déjà préparé. So. La vie continue. T'sais, on est encore des kids. Même si on a un podcast super populaire, on est encore des normal kids. Normal people. Normal people doing great stuff. Ok, jeunesse. 60 subscribers. C'est correct, on arrive. By the way, 64. merci beaucoup. 64. Merci beaucoup, guys. On vous adore, ceux qui écoutent, actually. Merci beaucoup du support, c'est vraiment nice. Comme ça nous rend assez heureux. À chaque fois, juste avant de commencer le podcast et juste après qu'on est tous excités parce qu'on vient de record quelque chose qu'on trouve vraiment nice, on est juste comme, wow, il y a assez du monde qui nous écoute, ça nous rend vraiment heureux. So. Chaque fois qu'on entend que quelqu'un écoute le podcast, on est comme ah ouais, nice. Là, on est vraiment content pour le. Quand ils nous en parlent et tout, on est. Ouais. Yeah. C'est vraiment fun experience et on va continuer parce que c'est du fun time. Peut-être bientôt un special episode with Porky, me and Porky, parce que Nick va être au Mexique. Vacances. En vacances avec sa blonde, donc nous allons take over the show, Porky. stay tuned, it's gonna be a fun one. So, ouais. Donc, sans plus attendre, je pense qu'on peut aller dans le sujet directement. Je vous annonce que cette semaine, j'ai été capable de convaincre Nick de reach ma stratégie d'investissement dans le silver, dans l'argent. Donc, beaucoup de fois dans ce podcast, je vais dire le mot argent. Je ne veux pas parler de money, je veux parler de silver. Okay, silver, en tout cas, je vais essayer de faire la distinction quand je veux parler d'un et l'autre. Mais, On va dire money pour money, puis on va dire argent pour. Ah, mais c'est. Non, ok, juste. c'est difficile. Non, mais moi, j'aime mieux dire silver. Je comprends pas le français, des fois, il fait des choses connes, bro. Argent, juste comme le même mot, man, le même mot. Fait que ça m'énerve tellement. Puis en plus, pour acheter de l'argent, il faut de l'argent. Fait que comme quand t'en parles, c'est vraiment gossant. Fait que j'utilise le mot silver. Tu sais, c'est pas parce que j'essaie de mal parler, mais c'est juste beaucoup plus clair quand on dit silver. Donc voilà pour ça. Donc, ouais, on a acheté du silver. Ben, moi, je l'ai acheté. Le Nick, il niaise un peu. Non, Mais ça s'en vient. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça? Donc, dans le fond, pour vous dumb down un peu ce que Philippe m'a dit, dans le fond, c'est. Puisque le market bientôt va crash, donc quand le market fait boom. Ça va être expliqué. Ben, on va faire les 3 phases, genre. Le market va crash bientôt. Là, quand le market. Ah non, c'est pas 3 phases, 2 phases. Le market va crash bientôt, et quand le market crash, le prix du silver, il augmente de beaucoup, fois 10, fois 20, fois 30. Et donc, j'achète du silver pour me préparer pour cette crise-là. Ah, by the way, full disclaimer, on n'est pas des économistes. On est, Philippe peut-être amateur économiste. Moi, vraiment pas. Et tout ce qu'on dit, c'est juste nos propres expériences, ce qu'on pense, et on veut pas que vous preniez des décisions sur ça. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est que si vous achetez pour 50 000 de silver et que demain la perd la valeur, moi, j'ai pas de rapport avec ça. C'était ton choix. J'ai vu qu'on va avoir perdu de l'argent avec vous, genre, tu sais, comme je niaise pas. On n'est pas sponsor, malheureusement, par une compagnie de silver non plus, ni de gold. Ok, on aurait dû reach out à Silver Gold, man, boys. Mais non, donc, après ça, moi, genre, je m'y connais un peu en économie quand même, mais j'ai des amis
grâce à des amis qui s'y connaissent beaucoup plus que moi, donc je sais c'est quoi vraiment être bolé en économie. Ce n'est pas moi, mais je vais vous dire ce que je connais, puis je vais pas improviser des faits que je ne connais pas. Donc voilà pour ça. Fair enough, ça c'est une bonne philosophie à garder pour toute ta vie en général. Je Dire pense ce que tu connais et pas dire n'importe ouais, quoi. mais bro, est-ce qu'on peut parler de comment dans la société, c'est pas une philosophie qui est adaptée très souvent, là, pas de mentir. Mais, donc voilà, donc on parle d'un market crash ici. Dans le fond, on commence par expliquer pourquoi l'économie va drop ou pourquoi... Est-ce qu'on peut parler de 2008 et là ensuite ça va être plus simple de... Pas tout parle de 2008, mais 2008 est un excellent point de départ. Explique pourquoi, comme vous le savez sûrement, en 2008 il y a eu une grosse récession. Une récession c'est quand le market ne va pas très bien. Deux trimestres de suite avec une baisse de la croissance économique. Okay. Ça c'est la définition économique. GDP ou whatever? Ouais, une baisse... basically, le pays fait moins d'argent que ce qu'il faisait par le passé. Parce que dans le fond, l'économie, tu fais toujours une croissance. Et là, donc on voit le petit nombre vert que le GDP augmente dans l'économie. Et là, tu vois le nombre rouge avec le downfall. Deux trimestres de suite que tu n'as pas d'augmentation de ton économie. Déjà, quand tu es à 0%, quand ton économie stagne, c'est très négatif. Quand ton économie va vers le bas, là, c'est encore plus négatif. Mais ouais. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le GDP, ça inclut quoi? GDP, c'est en gros la grosse production dans un pays, mais là il y a tellement de choses qui rentrent en considération qu'on parle de GDP. GDP en français c'est j'ai oublié l'abréviation. Pour qui un petit check s'il te plaît? PIB. Donc le produit intérieur brut. C'est en gros là très simplement c'est toute la production qui est faite dans un pays et toute l'économie qui découle de cette production-là. Donc, c'est un indicateur utilisé en économie. On se dit que plus ton pays produit, plus ton pays est prospère. Parce que tu ne produis pas des choses s'il n'y a personne pour les acheter. Ça veut dire que tu as un marché pour les vendre. Ça veut dire que tu as de l'industrie pour les produire aussi. Donc, que ton économie va bien. Donc, c'est un indicateur de production. Ouais. So, for the English viewers, GDP just means the gross domestic product. Donc, même définition, mais en anglais. Et là, donc voilà, grande récession économique en 2008, okay, beaucoup de problèmes à ce niveau-là. C'est une crise économique qui, on peut remonter loin pour parler d'où vient le problème. On peut remonter jusqu'aux accords de Bretton Woods qui se sont faits genre dans les années 70, tout ça. Non. Pas 70. En tout cas, Bill Clinton comme président, c'est ça que je me rappelle. Mais je me rappelle plus c'est exactement quelle année. Mais bref, à un moment où est-ce qu'on a décidé que le US dollar allait être la monnaie de référence pour toute la planète. Avant, on basait les monnaies, c'était des monnaies qui étaient basées sur la valeur de l'or de l'or. Okay? Et là, progressivement, on a fait en sorte que la monnaie était de moins en moins basée sur l'or. Et éventuellement, on a dit, tu sais quoi, on va baser toutes les monnaies sur la monnaie américaine. Okay, ce qui est un bold move. Parce que au moment où est-ce que c'était une hégémonie américaine et que les États-Unis étaient super prospères, number one power dans toutes les catégories qu'un pays peut être, ça a une certaine logique. Mais quand tu regardes le futur, et là en ce moment, là, ce qui arrive aux États-Unis, comment il y a d'autres pays qui commencent à les rattraper dans beaucoup de secteurs, là c'est plus trop logique qu'une économie mondiale soit basée sur un dollar qui n'est plus tant central, aussi central qu'à cette époque-là. Bref, donc on arrive en 2008 avec des années et des années de dérégulation qui laissent de plus en plus aux banques le choix de faire ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a des lois qui régulent les banques, qui disent ce qu'une banque peut ou ne peut pas faire. Mais là vient un jour où est-ce que là, les banques, c'est parce que ça a tellement d'argent, donc c'est un gros lobby, surtout aux États-Unis. Un lobby, c'est quand tu es capable d'influencer la politique avec ton argent ou avec juste ton influence en général. Donc les banques qui ont un très gros lobby en politique et éventuellement il y avait des étapes de dérégulation du marché où est-ce que les banques avaient de plus en plus de liberté de faire ce qu'elles voulaient sans avoir de problème avec la loi. Donc on arrive en 2008 où est-ce qu'ils sont pratiquement libres de faire exactement tout ce qu'elles veulent. Il faut comprendre que là-dedans, à la base, l'objectif d'une banque, c'est même pas de faire tant du profit, c'est de générer de la richesse.
Et là-dedans, en générant de la richesse, tu te crées ton propre profit de toute façon. Donc tous les gens qui travaillent dans la banque vont recevoir leur salaire, etc. Mais là, le problème, on arrive à un moment où c'est des courtiers qui veulent leurs bénéfices personnels et qui, vu qu'ils ont le champ libre pour inventer les produits financiers qu'ils ont envie d'inventer, inventent ce qu'ils veulent. Et là, ils commencent à inventer des choses vraiment bizarres. Et c'est là qu'on se met en branle pour la crise de 2008. C'est que dans le système de l'immobilier, donc tout ce qui concerne les maisons, toutes les buildings, tout, absolument tout, ça, on considère que c'est la base d'une économie, souvent. Okay? Donc, comment ça s'appelle? Le secteur de l'immobilier est la base d'une économie. Pourquoi? Parce que la banque va prêter. Okay? Si toi, tu veux t'acheter une maison, tu demandes à la banque va te prêter. Tu n'as pas vraiment le choix de repayer, parce que si tu ne repayes pas, tu n'as pas de maison. Et c'est très important, la maison. Donc, c'est un de ces prêts. C'est un de ces prêts que les gens ont tendance à rembourser de manière assez certaine. Okay? Mais d'habitude, avant de prêter, même si vous allez acheter une maison, d'habitude, on va vous enquêter. On va regarder votre dossier de crédit, on va dire, est-ce que cette personne-là peut soutenir une maison de ce prix-là? Et là, la réponse c'est oui ou non. Si c'est oui, on te prête l'argent. Si c'est non, on ne te le prête pas. Si tu fais un salaire de 30 000 $ et tu veux t'acheter une maison à 1 million, d'habitude, la banque doit te dire non. Mais là, tu arrives à un moment où est-ce que... donc, on considère que si tu prêtes, une banque prête à, mettons, moi, en ce moment, une maison de 1 million. Moi qui n'ai pas l'argent pour une maison de 1 million, by the way. On considère que ça, c'est un prêt risqué. Il y a beaucoup de risques que moi, je ne repaye pas ce prêt-là. En fait, c'est quasiment certain. Donc, les banques ne peuvent pas se permettre de faire ça. Mais il y a quelqu'un qui a eu une bonne idée un jour et il s'est dit, tu sais quoi? Si je fais un package d'hypothèques, OK? Je décide qu'il va y avoir... L'hypothèque, c'est quand... L'hypothèque, c'est... sur une maison... Exactement. Donc, une hypothèque, c'est excusez. C'est le monde qui a ça dans leurs earphones, ils viennent de se faire... Je m'excuse pour le tremblement de terre. Le tremblement de terre. Vas-y, just like, for also for English viewers, hypothèque is mortgage. Yeah, mortgage. Yeah. Donc voilà, c'est l'équivalent c'est le mot d'un prêt, mais pour une maison, une hypothèque. C'est ce que tu dois repayer. Et là, donc, il y a quelqu'un qui s'est dit, une hypothèque risquée, c'est un problème. Mais une hypothèque risquée, si je la mets dans un package avec 14 hypothèques bien assurées, même si cette hypothèque-là fail, les 14 autres vont faire en sorte que ce produit financier que je viens de créer, c'est comme si tu prenais plein d'hypothèques, tu les mettais dans un sac. Tu dis ce sac. Même s'il y en a une qui fail, le produit reste bon parce qu'il y a 14 autres de personnes qui vont payer. Fait qu'on va pouvoir s'en sortir. Ça, c'est une idée géniale que quelqu'un a eue dans une banque un jour. OK? Et ce gars-là, on le connaît. Là. Il a eu cette idée-là éventuellement, mais bref. Donc, on part de ce principe-là. OK? Que là, on a cette idée-là de, tu sais quoi, on peut peut-être donner des prêts risqués si on les associe à des prêts qui ne le sont pas. Mais là... Alors, mais quand tu dis associé, c'est comme la banque, de manière interne, elle était comme, OK, si on a 14 qu'on est certain, lui, on va faire un peu plus risqué, genre. Exactement. C'est des personnes dans la banque. Et la banque, éventuellement, la banque, c'est dirigé par des personnes, fait qu'éventuellement, le message s'est fait, puis il n'y a personne qui a dit « c'est peut-être bizarre de faire ça, pourquoi est-ce qu'on ne considère pas les hypothèques individuellement? » Mais c'est pas un actual package, c'est ça mon point. C'est juste... C'est un produit financier. Ça, c'est un produit financier qu'on a créé. On a dit, regarde, à la place, parce qu'on peut investir dans l'immobilier, t'es d'accord? Oui. Mais à la place d'investir dans l'immobilier, on te dit, regarde, parce que mettons comment ça s'appelle? Un fonds de pension, okay, qui a beaucoup d'argent pour acheter dans l'immobilier. Okay? À la place de dire, ben regarde, on va t'associer aux valeurs de ces maisons-là, parce que, bref, tu crées des produits financiers. Tu ne peux pas juste dire à la personne, tu vas payer pour cette maison-là, comme tu dois dire, cette maison-là, c'est une hypothèque, donc la banque a tant d'argent et on s'attend à ce qu'on repaye cet argent-là à la banque. Et là, il y a quelqu'un qui dit, ben moi, je veux bet sur le fait que je pense que cette personne-là va repayer. Fait qu'il va y avoir une croissance dans le marché de l'immobilier et moi, je vais en bénéficier en investissant sur ces hypothèques-là. Okay. La création d'un produit financier. Ça existe déjà. Ça, moi et toi, on peut aller investir dans l'immobilier. C'est ça. Soit tu achètes directement une maison, soit tu achètes le titre sur une maison. Okay. Okay? C'est deux façons de procéder.
Mais là, tu arrives à un moment où est-ce que... Ok, donc techniquement, quand tu as une hypothèque, il y a quelqu'un en arrière, c'est pas la banque qui paye, c'est quelqu'un qui a dit à la banque « Hey, je veux... » Ben, la banque paye... Dans le fond, les banques Ouais, ne je payent sais, pas je les sais. choses. Mais comme, Mais- dans le fond, il y a quelqu'un en arrière qui est en train de te supporter quelque part. Oui, ben, il supporte ce produit financier-là qui a une valeur en bourse. Ok. Lui, il a acheté ça, il sait pas c'est à qui la maison, il sait pas si... Mais il sait il a investi dans l'immobilier avec ce produit financier-là. Ok. Et là, eux créent un produit financier, mais là, cette fois-ci, tu sais, ce produit-là existe, mais ils décident C'est de... quoi le nom de ce produit-là, le premier? Ah, j'ai oublié, je me rappelle plus de C'est un l'abréviation. bond ou quelque chose? Ben, c'est pas un bond, mais c'est pas un bond, mais Il y a c'est... pas genre AAA et des choses comme ça? Oui, exactement, mais ça, c'est on arrive à ça plus tard. Ok. Puis on arrive à ça. Mais ce produit-là financier a un nom que j'ai oublié. Donc, Ok. pour qui je te dirais de le chercher, mais honnêtement, ça va être difficile à trouver, pas de mentir. Et là, éventuellement, comme je te dis, on commence à mettre des hypothèques bizarres dans ces produits. On Ok. crée un nouveau produit toxique, financier toxique, parce que là, maintenant, il y a des loans qui peuvent. On dit un loan failure. Donc, il y a des prêts qui pourraient ne pas être remboursés au sein du produit. Mais si un seul des 15 prêts n'est pas remboursé, le produit fonctionne encore. Mais là, avec le temps, les courtiers s'aventurent de plus en plus, puis là, il y a de moins en moins de prêts qui sont bons dans le produit. Donc, tu es rendu à 8 prêts qui ont la possibilité de ne pas être repayés versus 7 qui vont être 100% repayés, tout ça, tu le sais. Mais- Et là, ça évolue comme ça. Puis là, leur intérêt aux banquiers de faire ça, c'est juste que... Ils ont la commission dessus. Eux, chaque C'est fois qu'ils... juste ça, ils ont la commission. C'est les banquiers qui sont associés à des courtiers immobiliers. Les courtiers immobiliers, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vendre une maison. Pourquoi ils veulent vendre une maison? Parce qu'ils font leur commission dessus. Fait que c'est toute une histoire de plus tu Tout le vends, monde veut leur propage. plus tu vends, plus tu fais d'argent. Et c'est vraiment des individus qui avaient l'appât du gain dans l'histoire, qui ont voulu ça. Et en temps normal, ces individus-là auraient dû être bloqués par la loi, mais on leur donne le champ libre dans leurs opérations à cause de la dérégulation dont j'ai parlé plus tôt. OK? Donc là, eux sont rendus à... Ils créent des produits de plus en plus toxiques. Et là, justement, c'est quand on parle d'une hypothèque, d'un prêt qui est sûr, on appelle ça un prêt AAA. Un prêt AAA, c'est que c'est impossible qu'on ne repaye pas. Impossible à 99,99%. Et là, plus tu descends dans la notation, AA, A, B, ben, triple B, BB, tout ça, à chaque fois que les lettres descendent, c'est de moins en moins sûr Ok. comme prêt. Donc, Ça, eux... toi, en tant que personne qui investit, tu peux choisir si tu veux. Oui, et c'est ça que les gens faisaient. C'était comme, ben moi, je veux investir de manière très sûre dans un produit financier AAA. OK? Et c'est Ça coûte plus cher, I guess. Non, c'est juste que tu as moins de revenus. Ok, Mettons, c'est un 3% sur ton AAA. ok. Parce que c'est un produit très sûr. Il va pas faire... ça va pas te donner plein d'argent, mais tu vas quand même en pouvoir en bénéficier. Fait que les grands portefeuilles, ils ont toujours besoin de cette certitude-là, de faire au moins un 3%, parce qu'il y a tellement de gens qui ont investi dans leur portefeuille. Donc les fonds de pension, tout ça, recherchent des prêts AAA, au moins pour leur fondation. Puis là, vont aller dans un peu du plus risqué pour comme 25% de leur portefeuille, peut-être faire plus d'argent, etc. Mais là, quand tu vois AAA, t'es comme, OK, ça j'en ai besoin. C'est pour ça qu'on dit que les prêts AAA, c'était la base d'une société, d'une économie. Tu en as besoin parce que c'est de la sûreté, c'est ça qui fait en sorte que les gens vont aller investir dans le marché. Mais là, tu arrives à un point où le AAA est encore écrit AAA, c'est rate AAA, mais c'est rendu peut-être un B, c'est peut-être rendu un C, parce qu'il y a tellement d'hypothèques qui ont la possibilité de faire. Et là, ça, c'était dans le fond, je t'ai Il expliqué. n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Parce que pourquoi il y en aurait dans le sens, tout se passe bien, l'économie monte, le taux de chômage descend, l'inflation est sous contrôle, les indicateurs économiques indiquent que tout va bien, donc c'est correct que les banques soient dérégulées. Mais là, quand une crise financière arrive, là, c'est là que tu découvres, waouh, il n'y a rien qui avait du sens dans cette histoire-là. Et là, c'est pourquoi je t'ai expliqué le produit financier de base, mais dis-toi qu'ils ont pris éventuellement ce produit-là, qui était rendu vraiment bizarre, il est encore rated AAA, et ils ont pris ça et ils ont refait un autre sac. Fait que c'est comme, tu prends des hypothèques, tu les mets dans un sac, tu prends ces sacs-là, tu les mets dans un autre sac et ça fait un autre produit financier. Ce genre de conneries. Genre un AAA avec un B te donne. Oui, exactement. Un AB. Exactement. Ça te donne un AA.5, genre, close enough de AAA, on va l'arrondir. Ce genre de conneries, là. Et là, c'est ça qui se passe. Donc là, l'économie, c'est ça qui arrive. Et dans le fond, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que l'économie, et ça c'est assez drôle, c'est que ça ne marche pas sur des mathématiques, comme ça le devrait en théorie, ça marche sur la psychologie. Tant que tout le monde dans le marché dit « ça va bien », ça va bien.
La seconde que les gens disent « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Ils enlèvent leur argent, et là, une autre personne enlève l'argent, et là, moi, toi, Porky, on enlève tout notre argent, et là, tout le monde qu'on connaît enlève l'argent. Là, c'est là qu'on a un problème. C'est quand les gens doutent. Mais là, il n'y a pas de doute. Donc, même si c'est absolument n'importe quoi, si on te dit que c'est du AAA, et que tu crois que c'est du AAA, ce que tu achètes, il n'y a aucun problème. Et ça aurait pu continuer comme ça pour longtemps, mais il y a des économistes dans la vie qui, eux, regardent et sont comme non, ce n'est pas du AAA. Et là, ça, c'était incroyable. Puis il y a un excellent film, The Big Short. Ça, c'est l'histoire de ceux qui ont vu en premier comment ça n'avait aucun sens ce qui se passait dans le système bancaire avec toutes les hypothèques. Ils ont réalisé It doesn't add up. Et là, ils sont comme toute cette partie de l'économie is full of shit. Et là, ça, c'est. Il y a eu une grosse révélation. Donc là, ils arrivent, puis ils appellent les banques et ils disent on veut bet contre des produits AAA, contre ces hypothèques-là. Et là, on se demande, là, les banques rient dans leur face parce qu'il n'y a pas ce produit financier-là n'existe pas parce que le système immobilier, les prêts immobiliers, c'est quelque chose qui se rembourse tout le temps. Et il n'y aura jamais de failure dans ce système-là. Fait que là, ils disent non, moi je veux bet contre. Moi je veux obtenir de l'argent si ce loan-là fail. Et là, ils demandent ça aux banques, puis là, les banques rient, puis là, ils sont comme OK, puis là, ils sont comme pour combien? Ils leur disent plusieurs millions, parce que c'est des gens qui ont des fonds de pension, des choses comme ça. Plusieurs millions de dollars. Fait que là, les banques sont comme OK. Fait qu'ils leur créent ce produit financier-là. Ça s'appelle un. Encore une fois, ça m'aurait pas ils sont juste comme. Ouais, great. Eux, ils se disent, on va juste voler son argent. C'est qui ce fou-là qui vient me parler dans mon bureau que le système immobilier qui n'a jamais fait dans l'histoire va faire? C'est qui ça? Et là, ils commencent à. Ça s'appelle un CDS, un Credit Default Swap. Ça, c'est si ton loan fail, moi, je reçois de l'argent. C'est un autre produit financier. Okay? Qui, lui, se base sur l'immobilier. Et si l'immobilier fail, celui-là, sa valeur augmente. Puis là, ça existe maintenant. Tu peux bet contre le. Ouais, ça existe. Scary. Fait que là, t'as ça, eux, ils en achètent plein. Mais là, basically, bref, fait que là, t'arrives dans cette situation-là. Là, t'es rendu en. Ça, c'est 2004, 2005, 2006, 2007. Okay? Tout ce build-up-là se fait. Et là, t'arrives en 2008, qu'on se rend compte, doesn't work, rien marche. Finalement, ces gens-là qui criaient, comme, qui disaient, genre, les whistleblowers, là, qui disaient ça n'a aucun sens, avaient raison. On regarde les valeurs des hypothèques. Il n'y a rien. Puis ça, c'est à cause que les gens qui ont habité dans des grandes maisons sans avoir l'argent pour repayer, il y a des humains dans cette histoire-là qui ne sont pas éduqués nécessairement. Et c'est ça qui est triste, c'est que c'est des gens que les banques leur disaient, ben oui, prends une maison à 1 million, tout ça, et eux, ils font 30 000 par année. Eux, s'ils pensent au American Dream, ça commence, c'est magnifique, mais ils arrivent à un moment, ils ne peuvent pas payer leur hypothèque, ils s'en rendent compte. Et là, c'est qu'eux arrêtent de payer. Puis là, tu arrives dans certains secteurs, surtout en Californie, tu arrivais dans certains secteurs Ghost Towns. Ghost Towns, il n'y avait rien. Il n'y a plus personne habitait là. Ouais. Tous des développements urbains qui ont été faits, qui ont été vendus, alors que personne ne pouvait les rembourser. Et là, ça finit par rattraper. Et là, tout à coup, quand tu te rends compte qu'il y a des Ghost Towns, tout ça, il y a des gens qui vont voir, on se rend compte que it doesn't work, doesn't add up. Et là, confiance disparaît. Boum, les gens sont comme « Oh my God, qu'est-ce qui se passe ici? » Enlèvent leur argent. Puis là, dès que la panique commence, tout le monde panique. Même si tu sais pas pourquoi, tu enlèves ton argent parce que tu vois ton action baisser. Là, tu es comme « Oh! » Donc là, ça se passe à très, très, très grande échelle. Et le truc, c'est qu'il n'y a personne qui savait que ces produits-là étaient corrompus, sauf comme une banque et quelques individus. La banque, c'est Morgan Stanley, non? Non, c'est SAC. C'est quoi son nom? Goldman Sachs. Goldman Sachs. Okay, ça, c'est la plus grande banque au monde. Eux, c'est les plus gros rats de l'histoire. Bro. Ils sont arrivés et ils ont dit... Un jour, ils s'en sont rendus compte que même les produits financiers qu'eux vendaient étaient toxiques. Et là, tu sais ce qu'ils faisaient? Eux continuaient de les vendre à la population, mais eux achetaient des CDS, des Credit Default Swap. Eux en achetaient plein. Comme ça qu'ils savaient que quand ça allait boum vers le bas, eux, ils allaient garder de l'argent. Eux, ils ont vu un money move dedans. C'est dégueulasse.
Okay? C'est absolument dégueulasse. Mais ils ont le droit parce qu'ils ne sont pas régulés, donc ils font ça. Ben, ils ont le droit, en tout cas. Mais bref, et là, tout le système crash. On se rend compte, si l'immobilier ne marche pas, imagine que toutes les valeurs des maisons, soudainement, chutent. La quantité d'argent qui est perdue dans une économie, si tu peux, là, en plus, tu te dis, si je ne peux pas me fier à l'immobilier, à quoi qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche? Or, argent. Okay. Ça, c'est ce qui marche. Pourquoi? Parce que ça, c'est des valeurs qui, depuis le début de l'histoire, ont toujours eu une valeur, parce que leur valeur est basée sur leur rareté. C'est bizarre, parce que dans le fond, ça fait absolument rien du silver, ça fait... Ben, non, du silver, c'est quand même utile, de l'or aussi, tu peux l'utiliser, c'est un bon conducteur, etc., mais leur valeur vient du fait qu'on trouve ça beau. On associe une beauté à ces métaux-là, c'est des métaux précieux, mais depuis l'Antiquité... Et la rareté, tout ça. Exactement, le fait qu'il y ait une rareté leur donne une légitimité sur leur prix. T'sais. Vu que c'est rare, ça coûte cher. Donc ça, tu peux le dire. Donc là, on arrive à un moment, l'économie crash. Donc soit tu achètes de l'or ou de l'argent, ou tu perds ton argent. Là, imagine que toutes les actions, tous les gens qui avaient de l'argent dans les actions, on les enlève parce qu'ils sont dit, OK, le marché ne fait aucun sens. Ces actions-là, boum, hit the ground. Tout ça, c'est de l'argent perdu. L'argent qui disparaît. Une compagnie qui valait 70$ l'action vaut maintenant 12$ l'action. Tout ça, c'est de l'argent que plein de gens avaient qui n'ont plus. Fait que là, ton économie court-circuit. Et là, comme ça arrive aux États-Unis, mais toutes les banques sont tellement interreliées dans le monde maintenant que toute la planète, il y a une perte de richesse énorme qui se fait. Donc là, tu es rendu en 2008. C'est juste aux États-Unis qu'ils faisaient les. Non. Il y a la banque Barclays, tout ça, ben c'était surtout les banques américaines. Mais écoute, les banques américaines n'étaient pas prêtes à ça non plus. Il y a Lehman Brothers qui, eux, ont juste fait faillite. Parce qu'ils avaient trop de... Une banque, c'était la quatrième banque aux États-Unis, je pense, puis dans le top 10 mondial. Une banque comme ça qui fait faillite. Et c'était grave, là. Genre, tu voyais les gens sortir de la banque, plus rien fonctionnait. Une banque comme ça qui ferme, ça, c'est tous les gens à qui... Une banque qui fait faillite, c'est tous ces prêts qu'ils ont faits à d'autres endroits dans le monde font faillite. Et ça, c'était une banque qui avait des milliards et des milliards et des milliards d'actifs. Donc, tout cet argent-là qu'ils avaient prêté ne marche plus. Tous ces projets-là qui étaient en train de se réaliser, ils ne marchent plus. Fait que là, on arrive en 2008 et il y a une perte de richesse énorme. Et là, tout le monde pointe le doigt au gouvernement parce que tu sais pas à qui pointer le doigt. Et on demande de l'aide. Et là, c'est Obama qui vient de rentrer au pouvoir. Fait que lui, il y a eu une sale surprise qui est arrivée à la présidence, qui rentre en 2008, la crise, en 2008. Fait que lui, il est au pouvoir, puis là, boum, tu lui sors une crise économique dans la face, la plus grande de l'histoire. Avec 1929, là, c'est assez proche, mais c'est différent. C'est très différent, mais bref, Obama doit deal avec ça. Là, lui, il décide à la place de... Parce que c'est très difficile de concilier économie et politique. Parce que tu veux que les choses aillent bien pour être réélu. Si tu fais vraiment les bons moves, tu vas pas être réélu. Mais ton but en tant que politique, c'est de faire, entre guillemets, du bien le plus longtemps que tu peux et d'être réélu le plus longtemps que tu peux pour pouvoir aider la population. Du moins, c'était le but de Barack Obama. Ouais, okay. Donc, à la place de comme régler, parce qu'au final, ça voulait dire qu'il y avait des vrais problèmes dans l'économie qu'il fallait les régler, tu comprends? Même les compagnies comme GM, Chrysler, tout ça, qui eux perdent énormément d'argent dans la crise, il fallait comprendre que c'était des compagnies qui avaient besoin d'être modifiées, ou au moins d'être réorganisées, de façon à ce que elles puissent survivre à ce genre de crise. C'est pas normal qu'une des plus grandes compagnies perde toute sa valeur du jour au lendemain. Il y a clairement eu un problème structurel, un problème dans la gestion. GM a eu besoin genre de 300 millions. Exact, des milliards, c'était des milliards et des milliards. Donc là, on fait un gros plan de bail-out pour les banques. Des plans de bail-out pour les banques. Bail-out, c'est le gouvernement qui dit on va donner de l'argent à ces compagnies-là ou aux banques pour qu'elles survivent. Et on prend le pari que si on les fait survivre en leur donnant des milliards, genre ces milliards vont être revenus comme on va être capable d'arrêter la crise. Ouais, Okay? Fait que ça, c'est comme tu prends une grosse plaie, là, imagine genre je me coupe tout ici, puis tu me mets un band-aid. Okay? Puis là, tu sais quoi, on va te mettre une 15 band-aid. Fait que là, j'ai 15 band-aids sur le bras, mais il faut des points de suture. Il y a une plaie ouverte.
Tu comprends? Ça, c'est ce qui se passe. Eux mettent beaucoup de band-aid, mais c'est aussi parce que faut comprendre que celui qui travaillait à Goldman Sachs est devenu secrétaire du Trésor américain. C'est tout relié. C'est des gens, c'est comme une mafia là, rendu à ce niveau-là. C'est dans l'économie. Tous ceux qui passent par Goldman Sachs finissent dans la Banque européenne, finissent dans la Banque mondiale, finissent dans le Trésor américain. Ils sont tous reliés, puis eux, ils voient leurs amis milliardaires en train de perdre leur argent, ils vont les bail-out, tu comprends? Ils vont pas dire non, t'as mal agi, tout ça, parce qu'au final, c'était eux qui étaient en poste il y a 10 ans. C'est les pires humains qui existent sur la planète. Là. C'est pas des bonnes personnes. On bail-out. OK? Puis, il y a plein de choses, ouais. Okay, so basically, GM had a 13.4 billion and Chrysler 5.5 billion. 13 billion. Non, c'était un plan. Je me rappelle quand j'avais lu un livre sur Obama, ça disait que lui devait unlock ces fonds-là. Parce que le président ne peut pas juste splash du cash, il faut l'approbation du Congrès là-dessus, sur les histoires économiques. Puis là, il devait déterminer combien, puis c'était des histoires de trillions. Là. Il devait sortir des trillions. Fait que là, tu sors tout ça, il patch tout ça, là, band-aid, okay? Et là, on est rendu à un point, mais là, c'est bien mettre des band-aids, mais t'arrives à un point où est-ce que 2008 fini, good, l'économie se remet en marche tranquillement, 2010, on sort un peu, 2011-2012, ça va mieux. Parce qu'on a mis tous les band-aids. Fait qu'on a arrêté le sang, mais tu sais, t'as quand même une plaie ouverte en dessous. Donc là, l'économie est dans ce stade encore aujourd'hui de plaie ouverte, okay? Que rien n'a été réglé. Ça se vend encore, les packages bizarres? Là, ben, c'est parce qu'après ces incidents-là, il y a eu un gros moment de régulation des banques, là, parce que c'est... non, au moins, attends un peu ce que je vais dire après, mais on a bien régulé ça. Obama, parce qu'il était fâché, là, il était comme, moi, parce que je suis président depuis comme 5 mois, puis tu me fous une crise parce que toi, t'es un incompétent. Moi, je dois te bail-out, et la population me chie sur moi. Tu sais, lui, il est pas content, plein de lois, mais là, Trump, en arrivant au pouvoir, nous sort, nous dérégule ça. Donc, fait que là, c'est revenu à la base. Fait que là, ils sont dérégulés encore. Mais, tout ça pour dire, on arrive maintenant que parce que tout, là, c'est qu'on a habitué l'économie avec les bail-outs à la Banque centrale américaine, qui est la Fed. Ça s'appelle la Fed, ça, c'est celle qui imprime l'argent. Elle a imprimé tellement d'argent pour ce bail-out-là parce qu'on utilise de l'argent qui n'existe pas. Okay? Comme qui n'était pas en circulation encore, on fait en imprimer. Okay? Mais il faut comprendre que quand tu imprimes de l'argent, tu crées de l'inflation, tu fais des problèmes économiques. Quand tu imprimes juste tu sors des billets comme ça, c'est pas une façon de créer de la richesse. Si toi je te dis, yo Nick, je photocopie mon 20$ et je te le donne, tu vas être comme, ok, mais là tu viens de créer un 20$, tu vas être comme. Tu peux pas en trust une monnaie qui est imprimée autant. Donc, il y a un moment, mais c'est important d'avoir de la monnaie en circulation. Donc, il faut que tu en imprimes un peu, mais pas que tu en imprimes pour créer des milliards et des milliards de dollars. Okay? Donc là, maintenant, on est rendu à un point où est-ce que la planche des pressions continue de se faire aller depuis 10 ans. On imprime beaucoup parce qu'il faut créer de l'argent pour stimuler l'économie. Okay? On stimule, mais là, l'économie est rendue basée sur une stimulation. Tout ce que tu fais, c'est stimuler. C'est comme si tu injectais de l'héroïne à l'économie pour lui dire « T'inquiète pas, il n'y a pas de mal. Tant que je rajoute de l'argent, tu continues de marcher. » C'est vrai, ça fonctionne. Mais le truc, c'est que aussi, c'est que tu as des taux d'intérêt. On va parler du taux d'intérêt directeur. Quand tu mets ton taux d'intérêt à 0,25, comme le Fed le fait, ça fait en sorte que les gens vont vraiment avoir tendance à emprunter parce qu'ils vont juste avoir à repayer genre 0,3% de plus. Qui est vraiment négligeable. Donc, ça favorise de développer, d'emprunter pour faire une compagnie, ça favorise pour acheter une maison, ça favorise pour tout, un bas taux d'intérêt. On a le taux d'intérêt qui est bas et on injecte de l'héroïne. Okay? Donc, ça, c'est comment l'économie fonctionne. Et là, tu décides, tu sais quoi? Mais le problème, c'est qu'à un moment, ça, c'est des mesures qui sont faites pour une économie qui ne va pas bien. Donc, le monde entier, parce qu'il n'y a pas juste les États-Unis, ça, c'est ce qui se passe aux États-Unis, mais le monde entier, les autres banques centrales, les autres pays sont comme « Ok, c'est cool. » Mais là, tu me dis que ton taux de chômage est à 4%, que ton inflation est à 2%, que tu me dis que tous tes indicateurs économiques, good, mon économie va bien. Donc ça, c'est un moment où tu es supposé augmenter les taux d'intérêt, parce que là, tu dois réguler le flot d'argent, tu dois arrêter d'imprimer de l'argent pour rien, donc toute ton économie va bien, laisse-la rouler. C'est ça qu'on dit. Fait que là, la Fed est dans un mind game où est-ce qu'elle doit augmenter les taux d'intérêt quand elle sait très bien
que l'économie fonctionne juste parce que les taux d'intérêt sont bas. La seule raison pourquoi il n'y a pas de problème, c'est parce que les taux d'intérêt sont bas et qu'on imprime plein d'argent. Ils doivent arrêter d'imprimer, fait qu'ils arrêtent de donner de l'héroïne à un drogué. Et en plus, ils doivent augmenter les taux d'intérêt. Fait que là, tu es en train d'étrangler une économie qui ne fonctionnait pas. Okay? Donc là, on en arrive à ce qui se passe maintenant. Ça, c'est la situation. Okay? Puis là, il y a plein d'autres choses que j'ai pas parlé de comment la Fed achète des bons du gouvernement, alors que la Fed, c'est le gouvernement qui achète au gouvernement pour créer d'autres richesses. Il y a plein de façons qui ont fait des choses bizarres pour que l'économie continue de fonctionner. Mais là, c'est que comme la fois des produits financiers en 2008, il y a un moment où on se rend compte que ça ne marche pas. Donc là, pourquoi l'économie continue? Parce que tout le monde se dit, ça fonctionne. Et il n'y a pas une personne dans le monde en ce moment qui est au pouvoir, la Fed ou le président ou qui que ce soit qui veut dire il y a un problème avec l'économie. Parce que dès que tu dis il y a un problème avec l'économie, là, tu as un problème avec l'économie. Parce que là, les gens vont vraiment être comme OK, ben, je reprends mon argent. Quand les gens commencent à faire ça, panique. Tout l'argent sort du marché. Boum! Donc, pourquoi on a acheté du silver, Nick? Parce que on anticipe ce moment où est-ce que tout à coup quelqu'un, ou que juste on va se rendre que... il y a un moment où est-ce qu'il faut que les mathématiques matchent la réalité. L'économie va toujours se réguler, puis ça peut marcher longtemps sur de l'héroïne, mais il y a un moment que ça arrête de marcher. Donc, quand tu achètes de l'or ou de l'argent, ça, c'est des valeurs sûres que quand les gens enlèvent leur argent du marché financier, par exemple de Tesla, s'ils enlèvent leur argent de Tesla, où est-ce que tu le mets? Ben, tu sais quoi, je vais acheter de l'or. Et là, vu que tout le monde veut acheter de l'or, le prix de l'or augmente, parce que la demande pour l'or augmente, donc le prix augmente. Même chose avec le silver. Et le supply ne peut pas juste changer comme ça. Non, c'est ça. Le fait, tu peux pas juste imprimer de l'or. Tu as un supply qui est assez constant. Des fois, tu trouves des nouvelles mines, ça va changer le cours de l'or, mais c'est assez... Ben, c'est pas négligeable, c'est quand même important, mais au final, si la demande va tellement grandir, parce que tous ceux qui ont investi dans le marché veulent soudainement de ce que tu as. Ouais. Okay? Donc, ça marche avec l'or et ça va marcher avec l'argent. Parce que l'argent n'augmente pas nécessairement avec les crises économiques. Pas nécessairement. C'est arrivé dans les 7 dernières crises qu'il y a eu. Je pense que l'argent a augmenté 3 ou 4 fois. 3 fois, pas vraiment. Mais là, le truc, c'est que ça va être une crise de la monnaie américaine. Parce que dans le fond, c'est que la monnaie américaine, l'économie des États-Unis ne fonctionne pas. Donc, il va y avoir un failure, pas dans un secteur de l'économie, il va y avoir un failure de l'économie. Okay. Comparé à 2008. Donc, la crise va être, selon moi, ou selon ce que je pense, va être plus grande que 2008 parce que c'est pas un secteur, c'est l'économie. Et tu te rappelles quand je t'ai dit que les autres monnaies du monde étaient basées sur la monnaie américaine? Qu'est-ce qui arrive quand la monnaie américaine n'a aucun sens? Les monnaies du monde n'ont aucun sens parce qu'elles se basaient leur valeur dessus. Donc, il va y avoir un domino effect de la planète de « Wow, shit, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'on achète du silver. C'est pour ce moment-là où est-ce que tout le monde va être comme « Wow, qu'est-ce qui se passe ici? » Ils vont dire « Ok, ben, moi, dans quoi je peux mettre mon argent qui est sûr? Silver, l'or, depuis plus que 2000 ans, c'est des valeurs sûres qui fonctionnent. » Donc, voilà pour mon exposé. Ça, c'est ce qui se passe avec l'économie. Vraiment bête. Ça fait genre 40 minutes et je suis juste comme investi depuis le début, j'avale ta sauce. Non, ben, j'espère que ça a été assez clair. Non, 100%. Any question? Forky? Nick? Non, ben, pour vrai, parce que... peut-être que je vais me faire corriger sur quelques petits aspects par Dan s'il écoute ça. Dan va être mais moi, il va être connu au fil, c'était trop arrondi. Dan, il me pinpoint, mais whatever. En gros, c'est ce qui se passe. Là. Mais. Dan devrait venir en plus. Si on ramène Dan ici, bro, tu comprends pas comment, comme, bro, la pièce va assombrir, puis comme, mais c'est pour ça que, comme, c'est ça qu'on parlait avant, genre, il y a tout ça, puis là, il y a aussi, comme, moi je m'y connais un peu plus dans Bitcoin, mais le fait que Bitcoin pourrait être aussi un remplacement à ce dollar américain, dans le sens que c'est très comparable à l'or, dans le fait que la seule différence, je dirais, c'est que l'or, comme on regarde pas Bitcoin et on dit que c'est beau, mais on regarde Bitcoin et vraiment il y a une utilité à Bitcoin. Si tu veux bouger genre $1 milliard, ou je pense que la plus grosse transaction était dans les milliards en Bitcoin, ça a coûté $2,20 ou quelque chose en frais. Genre. La banque, elle prendrait 150 000 en frais si tu voudrais bouger cet argent. Ça a coûté $2 en frais pour bouger cet argent-là. Donc, c'est vraiment facile de bouger de l'argent, c'est rapide et whatever.
Et aussi le fait qu'il y a un montant finite, genre, je sais pas si ça se dit fini en Fini, français. ouais, un montant fini, oui. Un montant Il y a fini une rareté de Bitcoin. au Bitcoin. Il y a une rareté. Il y en a 21 millions. C'est très important d'avoir une qui rareté seront dans une créés. économie. C'est Ouais. très, 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 très important parce que là, on en a plus. Puis là, on marche sur des monnaies flottantes. Puis c'est ça le problème. Il n'y a pas de rareté, il n'y a pas de valeur sur laquelle on peut se baser. Mais fait que Bitcoin a une rareté. Ouais, 21 millions de Bitcoin. Ok. C'est écrit dans le code. On peut Puis est-ce pas que des fois, dépasser. ça. Ok, tu peux jamais Non, dépasser ça. Genre, 21 millions pour Bitcoin. Tu peux créer une autre crypto-monnaie qui est différente. Quelque chose, mais Bitcoin va juste avoir 21 millions. Mais comment comme Ouais. le système a plusieurs crypto-monnaies, à quel point ça peut marcher, tu penses? Comme, est-ce que c'est mieux si on en a une? Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est Bitcoin va devenir comme l'or. Ça va être le proof of value. Comme, ouais, ils appellent l'or le proof of value. Pas proof of value, le store of value, genre. C'est ce que tu vas back tout ton argent dessus. Il y a un montant fini. C'est celui qui va être le plus cher, genre, sûrement. C'est celui qui aura la plus grande valeur. C'est le OG. Il fait rien. Il est pas très utile, mais il est pas volatile. Genre, des choses comme ça. Ok, En ce ouais. moment, il est volatile, oui. Ah, ouais. Mais comme il va. Ouais, parce que là, il est pas bien utilisé en ce moment. Ouais, en ce moment, Il est en ce moment, il utilisé est comme des stocks. Le monde C'est ça, voit il exactement, fait trade comme un avec stock. Bitcoin, ouais. C'est Mais est-ce que pas après toi, ça va utilisé, rester Bitcoin. comme des stocks? Comment est-ce qu'on fait la transition entre un stock et c'est actually une monnaie utile? Probablement quand tout le monde va l'accepter. Ouais, mais tout le monde, sûrement les premières 3 années que l'or était cool, genre, la première seconde qu'on a été capable de mine de l'or, sûrement au début, le gars, il a pointé ça à son ami, il était comme je veux un mouton pour ça, le gars a dit non, je te donne 2 poules, mais son voisin lui donnait genre 4 vaches Ouais. parce qu'il aimait vraiment ça. tu Ouais, vois. ouais. Sûrement c'était beaucoup plus volatile, c'est extrêmement jeune Bitcoin. Ouais. Mais I guess, mais ça peut-être tu t'y connais plus, mais I guess avec l'adoption et l'acceptation du monde. Ben, Genre. ouais, non, probablement, c'est probablement quand tu vas pouvoir aller au magasin et payer avec une monnaie, une crypto-monnaie. Tu sais, je m'en vais au Subway puis je paye avec ma crypto-monnaie, qu'on va le plus le voir comme une monnaie. Parce que là, en ce moment, c'est vraiment utilisé comme un produit financier. Ouais, mais tu vois, il va y avoir, je pense, des crypto-monnaies, mais je pense pas que ça va être Bitcoin la crypto-monnaie. Je pense pas que tu vas aller au magasin et vendre un Satoshi. Ben, je pouvais acheter mon silver avec le Bitcoin. Ouais, tu peux. Ouais, parce que ça, c'est Silver Gold Bull, il essaie d'être edgy, genre, c'est normal. Tu peux. Mais, comme demain, ton Bitcoin peut valoir 2 fois plus que ce que tu l'as vendu aujourd'hui, ça serait pas Ben, d'ailleurs, c'est ça qui s'était passé avec le Bitcoin. C'était l'augmentation qu'il y a eu, genre, en flèche là, vers le haut comme ça. C'était juste Mais des c'est gens qui allé- étaient comme waouh, je vais faire de l'argent, je vais le revendre. Ils savaient même pas c'était quoi. C'est allé de 5 000 à genre 25 000 en 1 mois ou comme en 6 mois ou quelque chose de. Ben, j'étais tellement piste parce que je le voyais tellement bien, comment comme, il y avait la possibilité de faire de l'argent Ouais. avec la bulle. J'avais juste pas d'argent, man. J'étais comme, man, yo, come on. Genre, si j'avais eu comme 1000$, j'aurais juste posé mon 1000$, devient genre, au moins, comme je l'aurais vendu, mettons mon 1000 à 5000, et je suis comme, wow. Genre, parce que, yo, mais au final, j'avais pas Mais d'argent. là, il remonte en ce moment, il est rendu, je pense, encore à 14 000. Tu peux checker, s'il te plaît, price of one Bitcoin in Canadian dollars, juste parce qu'on parle canadien. Mais est-ce qu'il monte de manière. Plus douce qu'avant. Douce. Douce. Est-ce que selon toi, c'est legit maintenant, sa valeur ou. Ah, moi, je pense que on va refaire les bulles sages. On va faire le whoop, pas des. Genre, le parabolic curve, parabolic downwards. Parabolic upwards, parabolic downwards. Mais on va jamais retomber plus bas qu'au début. Là, on va monter, ça va être de plus en plus steady. Fait que tu penses que ça va être vraiment volatile. Au Comme début, un peu ça comme va l'or. encore être. Un peu comme l'argent. Mais tu vois, comme c'est ça ce que je trouve crazy, c'est comme. En 2008, en 2008, on va dire la crise vient en 2020, la crise que moi et toi, on entrevoit que ça vient relativement bientôt. Je pense que ça va être un gros moment que ça va être vraiment psychologique, comme tu dis. On pourrait complètement oublier Bitcoin et ça fait peur au monde et le monde enlève l'argent de Bitcoin, même si je vois pas tant voir ça. Mais ça peut aussi devenir un moment où est-ce que genre absolument tout le monde est comme wow, Bitcoin. Là, tu vois Bitcoin monter et là, Bitcoin devient le prochain standard. Genre, c'est très possible, je le vois. Mais si toi tu dis que Bitcoin serait probablement pas la monnaie de base en circulation, Non, mais ce serait exactement. laquelle tu penses qui. Est-ce que t'en connais une qui serait plus adaptée aux besoins d'une société? Honnêtement, je les connais pas par cœur et comme je peux sûrement dire quelque chose et il y a un crypto god qui va être genre non, il y a des flaws avec ça. Mais je sais déjà qu'il y a Litecoin qui est juste plus rapide et il est plus adapté à
à l'usage à quotidien. l'usage. Et aussi, Litecoin, tu peux en créer. Genre, tu peux je pense que comme tu peux avoir un consensus, si plus que 50% veulent en créer plus, tu peux en créer plus. Et dans ce sens, sûrement, c'est mieux pour une économie. Genre, tu dois quand même être un peu souple dans une économie, peut-être. Genre, le dollar américain, peut-être tu peux pas en imprimer comme tu veux, mais genre, en imprimer un peu, des fois, ça aide. Genre, Non, sûrement, il faut être en imprimer. Ben, exactement. Donc comme. Mais ça serait cool. Comme je viens d'y penser, je sais pas c'est quoi Litecoin, mais on va dire genre 50% doivent approuver pour. Qu'il y ait une Je viens d'y augmentation penser du live, genre on va dire Litecoin est utilisé. Next Coding Project. Non, mais on va dire Litecoin est utilisé par toutes les banques dans tous les pays. Ouais. Imagine si tu as besoin d'un consensus de plus que 50% du monde, dire que là on doit en imprimer, et là tu aurais tellement de monde sur une question, tu aurais un vrai débat dessus. Tu vois, moi c'est ça que j'aimerais qu'il se passe une fois que l'économie va avoir crash. Parce que là, on adressait. Là, dans le fond, c'est normal qu'un système économique finisse par. Ça arrive dans l'histoire à chaque 50-60 ans, il faut renouveler le système parce que le monde évolue et l'économie doit suivre la cadence. Là, on est dans un système qui était bien pour les années 70-80, où est-ce que les États-Unis étaient top of the world, puis après la chute de l'URSS, tout ça, mais là maintenant, on est dans une économie tellement mondialisée qu'il faut, selon moi, un système économique mondial. Comme il en faut un, sinon ça veut dire qu'on interprète mal l'économie. On est rendu à une ère où est-ce qu'il faut une économie globalisée, je pense. Donc, ça serait vraiment nice qu'une crypto-monnaie pourrait relier les pays comme ça. Ça serait une monnaie mondiale, peut-être gérée par un supra-organisme comme l'équivalent de l'ONU, le FMI, peut-être. C'est ce qui est beau avec la crypto-monnaie, genre, inherently, c'est distribué. Deux, genre, tous les avantages duquel on a parlé avant, genre, quand quelqu'un bouge de l'argent, tu sais où est-ce qu'il bouge de l'argent, quand il bouge de l'argent. Ouais. Genre, personne ne peut voler l'argent. Ça reste toujours un registre. Il y a toujours le registre qui est distribué, il n'y a pas quelqu'un qui a le contrôle. Ça se check. Comme même si tu as un governing body au-dessus qui peut, genre, donner des suggestions et comme check que tout soit bien, genre, ils n'ont pas le contrôle. Mm-hmm. Le dollar américain, le gouvernement a le contrôle. Oui. Et comme tu niaises, les banques aussi, tu niaises, mais je regarde la Casa de Papel, Mm-hmm. et si on serait tous sur du Bitcoin Live, tu pourrais pas faire la Casa de Papel. Mm-hmm. Tu pourrais pas. Parce que tu pourrais pas hijack des hostages dans une maison où est-ce qu'ils impriment de l'argent. Une maison, je dis une maison parce qu'ils appellent la maison, mais dans la facility où est-ce qu'ils impriment de l'argent, tu pourrais juste pas. Tu pourrais pas. Ben non, mais en même temps, il faut penser aussi que pour une crypto-monnaie fonctionne, il faut que tu aies accès à l'électricité, que tu aies accès à des appareils qui permettent de faire des transactions. Tu sais, mettons que tu vas dans une économie moins technologique, je pense que là, c'est là qu'on se bute à un problème. Mettons qu'on veut l'étendre à la mondiale, ça veut dire qu'il faut informatiser l'ensemble du réseau. Je sais pas si tu comprends qu'un dollar américain peut être rendu en circulation quelque part en Afrique, puis tu peux peut-être, tu vas payer avec ta monnaie dans ton village africain. Puis tu sais, ça se peut que t'es pas dans une ville. Tu sais, souvent les villes ont plus de technologie, tu sais, mais il y a des villages urbains. Tout ce que tu as besoin, c'est un cellulaire puis accès à Internet. Mm-hmm. Genre, je sais qu'il y a des villages qui en ont pas, sûrement. Mais comme mais même eux, ils toucherait n'utilisent vraiment pas le. Ok, donc c'est vraiment simple d'utilisation. Ah ouais, parce que comme là, tu penses, genre. On va dire, il y a des bakery shops, des fois tu vas à une certaine place de Montréal, ils n'ont même pas genre du PayPass ou tu peux même pas payer crédit, genre. Tu n'as même pas besoin de ça. Il a besoin de son cellulaire, tu vas scanner son petit QR code et tu viens de lui envoyer du Bitcoin. Et aussi, l'autre bonne partie de ça, c'est que tu ne passes pas à travers une banque, tu n'as pas de 4% de frais, tu ne passes pas à travers PayPal ou genre un autre payment gateway qui va prendre un autre 2% de tes frais, genre tu passes à travers rien. Moi, je trouve que c'est trop bon. Ouais, mais c'est ça ce qui fait peur. Mais je trouve ça vraiment bon, mais le truc, c'est que je sais, les gens qui sont en position de pouvoir vont vouloir en bénéficier éventuellement. Il va y avoir quelque chose. Intéressant là-dessus. Le gouvernement des États-Unis a toujours chié sur Bitcoin, la base. Ils disent que c'est pour les criminels et les criminels. Good. Mais récemment, ils viennent de dire qu'ils vont set up un node. Un node, c'est comme un autre ordinateur, mais pas un qui mine
pour les bitcoins, mais un qui comme vérifie le ledger ou qui a une copie du distributed ledger, ils vont en set up un pour toutes les grandes crypto-monnaies. Genre, récemment, ils ont dit ça, le gouvernement des Je pense que j'ai vu ça dans The Economist. Ouais. C'est apparu. L'adoption s'en vient. Et comme eux, c'est leur manière de. Ils vont avoir leur propre copie. Tu vois, genre, ils commencent à être intéressés à la place d'aller demander à Quadriga ou un autre exchange ou n'importe qui, c'est quoi le prix du bitcoin, sont les transactions, nanana, ils vont avoir leur propre copie, genre, in-house. C'est vraiment ça que je trouve drôle, c'est que moi je vois tellement le jeu politique qui joue, tu sais, pendant, ça faisait quoi, 3-4 ans, qui disait c'est quelque chose qui est utilisé pour faire du money laundering, tu sais, comme Mais ça, c'était juste une réponse qu'ils avaient déterminée qu'elle allait donner à la population. Le temps qu'un comité exécutif étudie la question, voilà qu'est-ce qu'on va faire. Et là, ils ont fini d'étudier la question. Et là, voici la nouvelle politique qu'on en parle. Comme je les vois tellement, je les vois juste tellement. Warren Buffett aussi, il a complètement switch de position. Il est allé à dire que c'était de la merde, je pense qu'il en achète avec son fund. Non, mais c'est. Peut-être pas avec son fund, là, mais. Va falloir que je fasse un move, je pense, dans une crypto-monnaie quelconque, là. Mais là j'ai pas d'argent en ce moment. Mais j'ai de l'argent, moi, je pense que c'est Bitcoin. Comme moi, j'ai de l'argent dedans qui va rester pour longtemps. Je m'en fous que je la perde, whatever. Mais ce qui est cool, c'est que si tu gardes tes private keys, genre, tu vas pas te la faire voler, genre. Notre silver qu'on a, comme moi, je vais aller la mettre à la banque, mais comme mettons que quelqu'un voudrait, si quelqu'un décide à la banque qu'on rentre, puis. Et pendant le processus, là, moi dans le bus ou dans l'auto, je pourrais me faire. C'est matériellement. Comme c'est possible. Mais il n'y aurait pas de façon de te voler. À la banque, guys, by the way, essayez de rien faire, s'il vous plaît. Just saying, tu peux rien faire, c'est fini. Ok. Je pense que t'es calmé, comme. Moi, je Tout regarde. le monde qui s'en allait rob, là. Je regarde la Casa des Papel et je suis on edge live. C'est vraiment bon. Ouais, c'est vraiment bon. Tu voulais dire ça? Ouais. Ah, le prix du Bitcoin? Juste, le prix du Bitcoin, c'est 13 940. J'ai Les quand même- 19 sous. J'étais à 60$ de mon 14 000. Ouais, c'est crazy parce que live, on est rendu à 17 millions des 21 millions mined. OK? Comme, c'est legit le même concept que du mine du gold. Comme, et ça devient de plus en plus difficile le moins qu'il y en a. Tout comme sur la Terre, on doit en trouver, c'est vraiment tough. Le moins qu'il y en a. Comme live, on a mine 17 millions de 21 millions et Bitcoin, je pense qu'il est sorti il y a 10 ans. OK? Mais à cause que ça allait de plus en plus difficile, ils sont en train d'estimer que le dernier Bitcoin va être mine genre après 2100. Puis ça devient de plus en plus difficile. Ok. Mais je sais pas, je trouve ça vraiment nice, mais je sais que quelqu'un va le gâcher. Mais comme il faut, non, mais il y a trop de. Est-ce que ça record encore? Yes! Ça aussi, ça record encore. On est you! Wow, aujourd'hui, on a réussi. Mais le truc, c'est que quand tu touches à l'argent des gens, l'argent des milliardaires. Ils aiment pas ça, sûrement. Non, mais ils vont trouver parce que c'est eux qui ont le pouvoir. C'est ça le pouvoir en ce moment dans un monde capitaliste. Là. Mais c'est ça l'affaire avec Bitcoin. Ça sonne vraiment utopique et idéalistique, mais si tout le monde adopte Bitcoin, ils peuvent acheter rien faire. Genre, sauf si tu rends ça contre la loi d'acheter du Bitcoin. Mais le truc, c'est qu'ils pourraient le faire, man, comme pour vrai, genre dans le sens. Si ils pourraient dire comme mettons qu'il y a un achat massif de Bitcoin là, à travers les États-Unis, ils pourraient dire ce produit menace l'intégrité financière des États-Unis. La loi l'interdit, comme ils ont ce genre comme on le voit, genre Trump a été capable de déclarer une crise à la frontière mexicaine pour construire un mur, avoir des fonds pour construire un mur. Tu sais, c'est comme, ok, mais c'est eux qui contrôlent, fait que même s'ils n'ont pas le droit, ils créent le droit. C'est ça le problème. Genre, c'est eux qui ont le contrôle de créer, tu sais, comme au final. Fait que je sais déjà que comme il y a des banques, tu sais, c'est tout ce qu'ils ont à faire. C'est vraiment tout ce qu'ils ont à faire, c'est rester au pouvoir. Ils sont au pouvoir mais en ce moment, genre, s'il y a quelqu'un à Golden Sachs qui n'est pas en train d'étudier la question du Bitcoin, je te jure, je sais pas. C'est clair. Non, mais ils sont tous en train de développer comment nous, on finit en top de cette nouvelle possibilité. Même comme, peut-être que ça va jamais arriver, peut-être que Bitcoin va die, peut-être que toutes les crypto-monnaies, for some reason, finalement, personne en veut. Bon, ben, pas vous mentir, c'est parti en couille la vidéo.
Comme on venait de le dire, c'était bien. Et j'ai mis le knock sur la table. Ça montre que c'était de la merde, knock sur la table. Mais, C'est ok. pas bon. Ok, peut-être parce que c'est pas bon. On va le donner au Essaye septième. pas. Ouais, on va finir, Porky, je suis désolé. Honnêtement, je pense que c'était du Q content là, on a fini. On faisait juste dire que les banques vont trouver une manière de get on top. Et parce que c'est ce qu'ils font toujours et ils veulent faire de l'argent, comme relativement understandable, mais en même temps, ils peuvent avoir l'intérêt du moyen citoyen dans leur tête, ça serait nice. Ça va pas arriver. Ok, mais honnêtement, merci guys, c'était encore le fun, comme d'habitude. Je pense que c'est une des premières fois, ou peut-être la deuxième, qu'on est en dessous d'une heure. Merci beaucoup. Ça, c'était l'épisode 10 sur un peu Bitcoin, un peu l'or, un peu silver, un peu l'économie. Merci Philippe, c'était vraiment instructif. J'ai aimé ça. Est-ce que ça se dit Bon instructif? plaisir. C'est un mot? On va faire comme. Fais juste go with the flow. Alright, Donc, peace guys. Merci beaucoup, bye. Like, Take subscribe. Quoi? Ok, qu'est-ce que tu dis? Bye. Je t'aime, Porky. Like, subscribe, smash that. Ah, c'est-tu que je suis attardé à chaque fois? Ok, merci beaucoup. Like la vidéo. Tu peux share si t'es down. Fais tous les view back comme Et à la fin, j'aimerais avoir un bon petit subscribe. Qu'est-ce que tu Mais fais, si toi? vous voulez pas, honnêtement, c'est bien chill. Peace. Merci beaucoup.